Lorsqu'on mesure une surface ou un profil avec un profilomètre optique, il est conseillé de prendre des précautions avant d'analyser la mesure et calculer les paramètres d'état de surface. En général, le fichier de mesure nécessite une opération de correction et de nettoyage pour qu'il soit prêt pour l'analyse. Ces opérations préparatoires consistent d'une part à détecter les points aberrants et à les éliminer, et d'autre part à traiter les points non mesurés. Les points aberrants et les points non mesurés sont deux conséquences de la détection optique de la surface. Ne pas respecter cette étape de préparation fait prendre le risque d'obtenir des résultats métrologiques biaisés voire incorrects. Lorsqu'on utilise un microscope confocal, on éclaire la surface avec une source de lumière blanche, ponctuelle. La lumière réfléchie est envoyée sur un détecteur, à travers un sténopé, c'est-à-dire un petit trou. L'image obtenue contient des pixels blancs pour les points focalisés sur la surface, et des pixels noirs pour les points défocalisés. On déplace verticalement l'objectif durant la mesure, afin de focaliser la lumière à différentes hauteurs, couvrant ainsi l'étendue verticale de la surface. L'ensemble des images obtenues durant ce balayage vertical constitue des coupes optiques de la surface. La courbe d'activité d'un pixel de l'image présente un pic d'intensité, indiquant l'endroit où ce point était focalisé, ce qui permet de reconstruire sa hauteur en Z. Si pour un pixel donné, la courbe d'activité ne présente pas de pic, alors l'algorithme ne pourra pas déterminer la hauteur, produisant un point non mesuré. Dans d'autres cas, il effectuera une fausse détection, produisant un point aberrant. Dans le cas d'un interféromètre, la combinaison des deux chemins optiques CBA et CDA produit un phénomène d'interférence, visible sur l'image capturée. Pour un pixel donné, la courbe d'intensité montre un profil qui oscille, correspondant au passage de l'interférence sur ce pixel. Le centre du signal peut être détecté par un calcul d'enveloppe, ou plus précisément par une détection de la phase, grâce au passage à zéro. Le centre permet de déterminer la hauteur Z du point de la surface. Dans certains cas, le signal ne permet pas de calculer cette position, notamment quand la surface est trop rugueuse, et que les interférences sont brouillées. Dans le cas d'un microscope numérique, c'est-à-dire qui utilise la variation de focus, une série d'images est capturée par balayage vertical. Mais contrairement au cas du microscope confocal, dont les images étaient des coupes optiques, ici les images sont complètes mais à faible profondeur de champ. Elles présentent des zones nettes et des zones floues. Le calcul d'une fonction de contraste local permet de déterminer pour chaque pixel s'il est net ou pas. La courbe de contraste, en fonction de la hauteur, permet par la détection du maximum, de détecter la hauteur du point de la surface. Comme pour les autres techniques, la mauvaise qualité de ce signal peut empêcher le calcul correct de l'altitude. Quand on mesure une surface réfléchissante, le signal lumineux est réfléchi symétriquement par rapport à la normale à la surface. Lorsque la facette est inclinée, une partie du signal est renvoyée vers l'objectif et le détecteur, mais une autre partie est réfléchie entièrement à l'extérieur de l'objectif. L'intensité globale reçue par le détecteur est alors plus faible, puisqu'une partie du signal émis ne revient pas vers le détecteur. Lorsque la facette est fortement inclinée, l'ensemble des signaux lumineux est réfléchi en dehors de l'objectif. On dit alors que l'objectif est aveugle, car il ne reçoit plus aucun signal lumineux de la surface. Le détecteur ne peut donc pas calculer la hauteur du point, et produit donc un point non mesuré. L'angle limite de la facette dépend de l'ouverture numérique de l'objectif, et constitue une caractéristique métrologique de l'instrument. Cette pente est en général assez faible, souvent inférieure à 40 degrés pour les objectifs couramment utilisés. En revanche, lorsque la surface n'est pas totalement réfléchissante comme un miroir, mais partiellement diffusante, c'est-à-dire que la lumière est réfléchie dans toutes les directions, selon un lobe de réflexion, alors une portion de cette lumière diffusée repart vers l'objectif, malgré que l'angle limite théorique soit dépassé. C'est ainsi que l'on arrive à mesurer au-delà des pentes limites, sur la plupart des surfaces industrielles car elles sont en général diffuses.
Si on représente, sur un axe horizontal, la puissance du signal collecté par le détecteur, on obtient des mesures de qualité quand le signal est suffisamment puissant pour permettre aux algorithmes de fonctionner correctement. Dans ce cas, le rapport signal sur bruit est élevé. Encore faut-il que le signal ne soit pas trop fort, au risque de saturer le détecteur et empêcher le calcul de l'altitude. Lorsque le détecteur ne reçoit pas du tout de signal lumineux, il ne peut calculer l'altitude. On obtient alors un point non mesuré. On le matérialise sous la forme d'un trou dans la surface, ou bien à l'aide d'une couleur particulière. Cela se produit lorsque le faisceau lumineux est totalement réfléchi en dehors de l'objectif, dans le cas d'un matériau réfléchissant avec de fortes pentes, ou si la surface est trop absorbante et apparaît noire, ne renvoyant plus assez de lumière vers le détecteur. Ou encore lorsque la surface présente un trou ou une absence de matériau, faisant qu'aucun signal n'est réfléchi. Les points non mesurés peuvent également, dans des cas plus rares, être générés si le détecteur sature, par exemple, si l'image est localement totalement blanche. Si le signal reçu n'est pas nul, mais que son intensité n'est pas suffisamment puissante pour permettre un calcul correct de l'altitude, alors la valeur Z calculée sera fausse, et donc potentiellement très au-dessus ou très en dessous de la surface. On obtient alors un point isolé, très éloigné de la surface, c'est un point aberrant, en anglais, outlier. Le point sera considéré comme mesuré, mais il sera faux. Il sera donc nécessaire de supprimer les points aberrants, afin de ne pas introduire de biais dans les calculs métrologiques. Sur un profil mesuré à l'aide d'un capteur optique, cela se traduit par des pics arbitraires, souvent proches des arêtes des pièces mécaniques, ici en bordure d'une marche. Les points aberrants apparaissent quand le spot du capteur est à cheval entre les deux altitudes. Ils produisent ce qu'on appelle en anglais des bat wings, des oreilles de chauve-souris. Le flanc de la marche est ici non mesuré, du fait de l'absence de réflexion vers le détecteur. Cela se manifeste par une lacune de points dans le profil. Sur une surface, on aperçoit ici les points aberrants qui sont créés par des arêtes vives, sur les bords des marches, créant ainsi artificiellement des hauteurs pics à vallées surévaluées. L'évaluation de la hauteur de marche ne doit pas prendre en compte ces points aberrants. Il faut donc, soit prendre une marge de retrait par rapport au bord, soit corriger la mesure avant l'évaluation. Les points aberrants sont parfois, tous du même côté de la surface, créant ainsi une compression de la dynamique. La surface apparaît toute blanche, car les points aberrants sont situés sous la surface. Et la palette de couleurs, qui se répartit entre les points les plus bas et les points les plus hauts, ne peut plus visualiser les variations d'altitude sur la surface elle-même. Si les points aberrants sont situés au-dessus de la surface, elle apparaît noire. Dans les deux cas, ces points aberrants perturbent la visualisation des détails et altèrent les calculs tels que les paramètres d'état de surface. Il faut donc supprimer les points aberrants de la surface avant l'analyse métrologique. Pour cela, on peut utiliser un outil spécialisé, comme celui qui est disponible dans Mountains Map, version 8. L'outil propose plusieurs options, correspondant à des situations pratiques différentes. Lorsque l'on mesure à l'aide d'un profilomètre optique dont on connaît les limites de pente locale, il est possible d'entrer la pente en degrés, permettant ainsi au logiciel de détecter les points présentant une pente supérieure à la limite, et de les identifier comme points aberrants. C'est utile principalement quand on mesure des matériaux très réfléchissants, comme des optiques ou des miroirs. On peut également choisir la deuxième option, qui fonctionne très bien en présence de points aberrants isolés, éparpillés dans toute la surface, ce qui est un cas assez fréquent. La troisième option est spécialisée pour les points aberrants en grappe, autour des trous, des sauts de marche et des bords de pièces. L'intensité de la correction peut être adaptée selon 3 niveaux. Une fois détectés, les points aberrants peuvent être simplement éliminés, laissant à la place des points non mesurés. Ou bien, l'ensemble des points aberrants et des points non mesurés peuvent être reconstruits par interpolation avec les voisins valides. Cet exemple concret montre à gauche une surface brute présentant des points aberrants, tous situés au-dessus de la surface, et des zones de points non mesurés, apparaissant comme des trous dans l'image.
Les points aberrants ont pour effet de compresser visuellement les couleurs et d'empêcher l'appréciation des variations de hauteur. À droite, la correction de la surface, en une passe à l'aide de l'opérateur décrit précédemment, montre la surface sous tous ses détails. On observe à l'endroit des plus grandes plages de points non mesurés que la reconstruction des points par interpolation génère des zones lisses. Ces zones ne doivent pas être trop grandes, au risque d'influer sur les calculs de rugosité et de complexité. Dans ce cas, il peut être préférable de les laisser comme non mesurées, car elles seront exclues des calculs. Cet exemple montre des points aberrants de chaque côté de la surface. Une fois les points aberrants éliminés, on peut envisager de calculer un polynôme, afin de redresser la surface à plat ou de calculer la surface de rugosité par filtrage pour évaluer la texture. Ici, la correction de la surface prend tout son sens, pour apprécier les variations de planéité et la texture de surface. Les points aberrants sont très fréquents le long des arêtes des pièces mécaniques. Calculer des paramètres d'état de surface sur une surface présentant des points aberrants est une grave erreur. Les valeurs d'amplitude, de pente et de complexité sont surévaluées. Les filtres peuvent être perturbés par ces points et propager l'erreur dans leur voisinage. Il faut donc à minima éliminer ces points aberrants, en les transformant en points non mesurés, c'est-à-dire en les excluant. Lors des calculs, ces points non mesurés ne seront pas pris en compte. Ils n'influenceront donc pas les résultats. La décision de reboucher ou pas les points non mesurés dépend du contexte. On peut les reboucher sans problème dans le cas de points isolés et relativement peu nombreux. Mais lorsqu'une zone importante et contiguë de points non mesurés est présente dans la surface, un peu comme un lac dans la surface, alors l'opération de rebouchage crée une forme lisse interpolée à partir des points du bord du lac. Cette zone influence les calculs, en réduisant les valeurs de rugosité et de complexité. Ou bien, comme c'est le cas ici dans le coin supérieur droit, cela crée des zones lisses d'altitude faible, ce qui a pour effet d'augmenter l'amplitude de la surface. L'utilisateur doit donc agir avec discernement, afin d'obtenir des résultats cohérents. La bonne décision peut parfois être de remesurer la surface, avec des réglages différents sur l'instrument, afin de minimiser la présence de points non mesurés et aberrants. Changer d'objectif, de temps d'exposition, augmenter le nombre d'images dans la série, etc. peuvent avoir un effet sur la qualité de la mesure. Il est important, pour l'utilisateur d'un profilomètre optique, de connaître les spécificités de la technologie instrumentale utilisée. Cet ouvrage en anglais décrit en détail la plupart des technologies couramment utilisées pour la mesure optique des surfaces. Sa lecture peut aider les utilisateurs à réduire les occurrences de points non mesurés ou de points aberrants. Ce n'est qu'une fois le fichier de mesure préparé et nettoyé, qu'il est alors possible de passer à la caractérisation métrologique dans les meilleures conditions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et indiquer vos besoins pour de futures vidéos. Cliquez sur « J'aime » en dessous de cette vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne, pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne. Retrouvez d'autres ressources sur le site du guide de métrologie des surfaces. Et visitez le site www.digitalsurf.com pour en savoir plus sur le logiciel Mountains. Merci à vous.